Eh bien, bonjour et merci d'écouter et de regarder cette vidéo de l'Université d'automne du Pardem 2021 qui n'a pas pu s'organiser en présentiel, comme il est convenu de dire, en raison des privations de liberté et à tous les citoyens de notre pays. Donc aujourd'hui, nous allons donner la parole à Patrick Serre, qui est membre du bureau politique du Pardem et qui a coordonné le groupe de travail du programme du Pardem sur la question de l'emploi, du chômage, que nous préférons appeler la privation d'emploi. Le Pardem a une particularité dans cette lutte contre le chômage, c'est celle de proposer euh, avec des arguments et avec des chiffres comment il est possible d'arriver à zéro chômage, zéro privation d'emploi par j'allais presque dire l'avènement du droit opposable à l'emploi. La question de l'emploi aujourd'hui est cruciale. Nous avons plusieurs millions de personnes en France qui sont privées d'emploi et la privation d'emploi est une des armes du néolibéralisme. Je ne vais pas en dire plus puisque Patrick va intervenir pendant une petite trentaine de minutes. Et puis, je rappelle à tout le monde que sur le site du Pardem, pardem.org, vous avez un menu programme dans lequel vous trouvez toute une série de propositions. Ce programme n'est pas encore terminé, mais il ne saurait tarder sur tous les sujets essentiels qui devrait intéresser les élections présidentielles et législatives et qui, hélas, ne sont pas traités frontalement. Voilà. Eh bien, Patrick, c'est à toi. Merci Michel et bonjour à toutes et à tous. Donc, ça a été précisé en introduction, cette vidéo va porter sur une des mesures du programme du Pardem. C'est bien évidemment pas la seule, mais c'est une des mesures importantes du programme puisqu'elle concerne la problématique de l'emploi ou plus exactement de la privation d'emploi, c'est-à-dire ce qu'on a coutume d'appeler le chômage. Donc, mon introduction sera bâtie sur deux ou trois points. Premier point, l'aspect général sur qu'est-ce qu'on peut entendre par travail, par emploi et quelles sont les différences entre ces deux terminologies. Puis après, faire un état des lieux de la situation dramatique dans laquelle se situe notre pays, et c'est pas nouveau, ça dure depuis quelques décennies maintenant en matière de chômage et donc de privation d'emploi. Et ensuite, dernier point, bien évidemment, ça sera la proposition que le Pardem propose, à savoir la création d'un droit opposable à l'emploi. Donc tout d'abord, en introduction, il n'est pas inintéressant de rappeler que la mondialisation néolibérale entraîne un certain nombre de dérèglements qui ont des conséquences terribles pour les dominés, avec la privation d'emploi, qui s'avère aujourd'hui être une des plus destructrices pour celles et ceux qui la subissent. Tout cela, nous le connaissons parfaitement, et pourtant, aucun parti politique, aucun syndicat, aucune association, aucun programme, et donc aucun candidat, entre autres, à cette élection présidentielle, ne propose d'éradiquer véritablement ce fléau, ni de résoudre concrètement cette problématique. On a connu des plans successifs, soi-disant tous en faveur de l'emploi, avec à la clé des aides financières souvent astronomiques, toujours versées aux entreprises d'ailleurs les plus capitalistiques, gesticulation de tous ordres. Et pourtant, aucun résultat réel ni tangible qui perdure dans le temps. La privation d'emploi reste et se poursuit dans notre pays sans faiblir. Alors, pour quelles raisons sommes-nous dans cette situation et y a-t-il moyen de changer
cet état des choses. Là aussi, il faut rappeler que tout simplement, cela ne peut pas changer parce qu'aujourd'hui, le système mondialisé d'échange de flux de marchandises, de production matérielle telle qu'on les connaît, qui sont tous assis sur la base du néolibéralisme, ne peuvent se passer d'un taux de sans-emploi conséquent. En effet, la destruction systématique de l'emploi se poursuit sans faiblir car elle constitue un des principaux outils de la mondialisation. La protection sociale des salariés en les mettant en compétition au niveau mondial. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est un outil sans risque social majeur. En effet, en utilisant la peur de la perte d'emploi, les néolibéraux ne s'exposent absolument pas à la révolution ou à de gros coups de tabac sociaux. Au contraire, ils amenuisent indéfinie du chômage ou le plein emploi, mais sans le libre-échange. C'est pourquoi le PARDEM, parti des classes dominées, intègre dans son programme politique le droit opposable à l'emploi, cette proposition nouvelle, proposition claire, argumentée et chiffrée, qui permettra de mettre fin à ce cancer de notre société que constitue la privation d'emploi. Donc je le disais, faisons d'abord une première différence entre emploi et travail. À chaque époque, la façon dont les humains choisissent, produisent et distribuent les richesses dont ils estiment avoir besoin est une création historique. Mais en même temps, c'est toujours un choix politique. Telle est du moins la thèse que défend le PARDEM. À partir de là, il revient donc à la société, me semble-t-il, de décider ce qu'elle considère comme étant du travail. Deuxièmement, le travail est un droit et un devoir. En disant cela, on est conscient, nous sommes conscients qu'on peut interpeller un certain nombre de gens. Mais pour notre part, on n'affirmera jamais assez fortement ce principe fondamental. Le travail ne doit plus simplement dépendre de l'économie. En tout cas, de l'économie inspirée par les thèses néolibérales, qui utilisent comme variable d'ajustement la force de travail. Le PARDEM considère donc qu'il faut découpler le travail de l'économie et faire du travail une affaire politique et non simplement une affaire économique. Il existe évidemment une condition pour parvenir à cet objectif. Il nous faut changer les définitions et les conceptions du travail et il faut donc en faire quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'il est actuellement. Ce fond du raisonnement proposé par le PARDEM n'est pas nouveau, il s'appuie sur les principes républicains de la Révolution française et on retrouve sa trace d'ailleurs dans notre Constitution. Le préambule de celle-ci dit « Le peuple français proclame comme particulièrement nécessaire à notre temps les principes politiques, économiques et sociaux, ci-après, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. » Je crois que tout est dit dans ce principe républicain fondamental qui, formalisé dans le droit, reste aujourd'hui d'actualité. Donc, nous sommes amenés pour nous au PARDEM à faire la distinction entre
travail et emploi, et nous faisons clairement cette distinction. Et nous disons que ce n'est pas le travail qui fait défaut dans notre société, mais bien l'emploi, ce qui est totalement différent. Temps de travail, conditions de travail, méthodologie de travail, opportunités ou intérêts de travail, tout cela est donc à repenser, non pas en fonction des besoins de l'économie au sens libéral, mais des besoins de l'économie sociale. Il faut donc penser plus globalement et avec la même rigueur l'affectation des ressources humaines et des moyens financiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La discussion que nous pouvons avoir autour du droit au travail se situe à 3 niveaux. Tout d'abord, nous avons l'expérience de l'application du néolibéralisme, je le disais tout à l'heure, sur le marché du travail. Et nous savons qu'il produit du chômage de masse. Deuxièmement, nous disposons d'un État social construit avec un réseau de collectivités sur lequel nous pouvons nous appuyer et qui ont démontré leur capacité à mettre en œuvre auparavant des droits fondamentaux, par exemple le droit à la santé et le droit à l'éducation. Nous n'avons en plus jamais eu une connaissance aussi fine des besoins en emploi de notre société. Le droit au travail peut donc, dans une certaine mesure, être dissocié du droit de vivre, aujourd'hui garanti par des dispositifs d'aide pour les personnes hors du travail, y compris d'ailleurs pour des personnes valides. Nous en déduisons donc pour notre part que la majeure partie des emplois induits par les postulats que je viens d'indiquer se trouvent pour beaucoup dans la sphère non marchande, réservoir sur lequel est bâtie notre proposition de droit opposable à l'emploi que je détaillerai plus tard. Mais avant de parler donc de ce droit opposable à l'emploi, notre proposition, il nous faut analyser aussi les raisons pour lesquelles la privation d'emploi reste de masse et perdure. Je l'ai dit, la privation d'emploi, c'est un choix économique, donc politique. Pour renforcer cette affirmation, rappelons simplement que l'OCDE préconise aux États, et c'est pas nouveau, un taux d'inflation et un taux de chômage qui soient corrélés. C'est un concept purement néolibéral. Ainsi, le but assigné par exemple à la Banque centrale européenne, qui est aujourd'hui l'outil financier de l'ensemble des pays adhérents à l'Union européenne, c'est la limitation du taux d'inflation avec un taux de chômage qui n'est que la variable d'ajustement de ce taux d'inflation. C'est ce qu'on appelle le DRU, néologisme anglais. Et le taux de chômage, donc, pour qu'il ne favorise pas une inflation trop forte, ne doit pas dépasser entre 6 et 10%. C'est ce qui est préconisé par l'OCDE à la BCE, qui bien évidemment le suit sans aucune difficulté. On comprend mieux alors les raisons pour lesquelles nous subissons ce chômage massif depuis maintenant plus de 40 ans. D'autant plus que nous n'avons plus en main les leviers monétaires et budgétaires, puisque ceux-ci sont tombés entre les mains, je le disais, de la Banque centrale européenne. C'est pourquoi les plans successifs baptisés contre le chômage, qui mettent en œuvre des mesures conjoncturelles, souvent limitées dans le temps d'ailleurs, n'ont jamais véritablement porté leurs fruits et ne peuvent éradiquer le chômage. Et elles ne sont d'ailleurs pas faites pour cela. Alors, en parlant donc du chômage et de ce que nous appelons plus exactement la privation d'emploi, il nous faut quand même regarder la situation réelle de celle-ci dans notre pays. Là aussi, il faut partir de la réalité et non pas des chiffres souvent biaisés qui sont distillés par les gouvernements et les médias traditionnels. Selon ces gens-là, le taux officiel de chômage varie chez nous de 8 à 10% selon les périodes, les années, 8-10% de la population active.
au Pardem, pour ce qui nous concerne, nous chiffrons cela non pas à 8-10% de la population active, mais 25% de la population active, ce qui fait quand même un delta relativement important. Alors, pourquoi un tel écart? Il suffit de prendre les chiffres, par exemple, officiels du deuxième trimestre 2021. Le nombre de privés d'emploi qui est affiché et retenu par le gouvernement et les médias est très souvent celui des chômeurs de la catégorie A, puisque vous savez qu'il y a plusieurs catégories dans les gens qui sont soit privés d'emploi, soit en contrat à durée déterminée, soit un stage, etc. Donc la catégorie A représente 3,55 millions de personnes. Mais il ne faut pas oublier d'ajouter à ces 3,55 millions, la catégorie A, il faut rajouter également les catégories B et C, qui sont les personnes qui sont en emploi à temps partiel. Et là, il faut rajouter 2,2 millions de personnes. À cela, il faut rajouter également les personnes qui sont en situation précaire, formation, stage, etc., qui représentent à peu près 710 000 personnes. Mais ce n'est pas terminé. Les statistiques officielles oublient volontairement et souvent de rajouter les 2 millions d'allocataires du RSA, les 100 000 bénéficiaires de la garantie jeune, et pour terminer, les 150 000 sans domicile fixe, dont la plupart d'ailleurs ne bénéficient d'aucun droit ou indemnisation. Si nous cumulons l'ensemble de ces catégories, on arrive à un total de 8,7 millions de personnes qui sont privées d'emploi ou qui sont en mal-emploi ou sous-emploi. Or, la population en âge de travailler en France étant à peu près de 33 millions, si on rapproche ces deux, donc ça c'est la première chose qui nous semble assez fondamentale, de revenir sur la réalité de la privation d'emploi dans notre pays. Malgré tout, au Pardem, nous considérons que, avec notre proposition de droit opposable à l'emploi, nous pourrions résoudre assez rapidement cette problématique. Tout d'abord, on part du principe que les besoins essentiels de notre population ne sont pas aujourd'hui tous satisfaits, très loin de là. Et c'est à partir donc de ce constat aussi que nous pensons qu'il y a un énorme réservoir de création d'emplois qu'il est possible d'envisager en France. D'ailleurs, je renvoie cela aux 6 principes fondamentaux de notre programme qui sont assis sur la réincastration de l'économie dans la nation et la démocratie. Donc, au-delà du raisonnement économique sur la productivité et le coût du travail, il nous faut revenir essentiellement aux besoins qui ne sont pas satisfaits. Bon, par exemple, on peut citer dans ce cadre-là les produits manufacturés qui sont aujourd'hui, on pourrait dire que la satisfaction de ce côté-là est assurée. Sauf que tous ces produits manufacturés, pour beaucoup, et pour l'essentiel, je dirais, sont des produits d'importation et donc ne sont pas fabriqués en France. Et de fait, on considère que tous ces emplois-là sont perdus ad vitam aeternam. C'est accepter une fois de plus la mondialisation néolibérale et le partage international du travail. Le Pardem, pour sa part, réfute cette vision néolibérale. Et si on refute cette vision néolibérale, à partir de là, eh bien, cela ouvre pour nous une potentialité de plusieurs millions d'emplois. D'ailleurs, dans un programme politique au service du peuple tel que nous le proposons, les besoins d'emploi pourraient se définir en première approche comme les emplois qui seraient, par exemple, nécessaires pour
produire l'essentiel des biens de consommation en France, les produits agricoles de qualité, tout en réduisant d'ailleurs de manière drastique les impacts environnementaux et la dépendance énergétique. Mais ça pourrait être aussi d'assurer un logement et une fourniture d'énergie à un coût correct pour les moins fortunés à l'ensemble de la population. Également, assurer des services de santé, de communication, d'éducation, là aussi de qualité à l'ensemble de la population, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui. Et enfin, assurer de véritable éducation à la démocratie, ce qui n'a jamais été le cas. Si on cible ne serait-ce que ces 5 axes majeurs, eh bien le besoin d'emploi est évalué au minimum à 6 millions. Je le disais par exemple l'agriculture, il y a déjà des chiffres qui ont été donnés, et revenir à une agriculture bio, raisonnée et locale créerait 300 000 emplois au minimum. La réindustrialisation de certains secteurs de notre économie créerait au minimum 1 million d'emplois. C'est d'ailleurs la volonté politique du PARDEM qu'il inscrit dans son programme politique avec la réindustrialisation de notre pays, notamment dans les filières stratégiques, je le disais, comme la santé, la production d'énergie, les transports, l'habillement, l'outillage, etc. Mais également un gisement d'emplois dans tout ce qui concerne l'environnement et l'obsolescence programmée, dont on voit bien les conséquences désastreuses. Le réservoir d'emplois dans cette filière-là, qui est encore aujourd'hui peu exploité ou faiblement exploité, atteint au minimum 600 000 emplois. Ce n'est pas tout. Je le disais tout à l'heure, dans le secteur public, tout un tas de pans du secteur public ont été mis à mal et il est grand temps de revenir à un véritable secteur public au service de la population et cela engendrerait la création de 3 millions d'emplois. Si on cumule tous ces emplois et on y rajoute la proposition que nous faisons au PARDEM d'une réduction du temps de travail, eh bien, notamment avec les heures supplémentaires qui, à elles seules, représentent à peu près 1 million d'emplois potentiels, eh bien, si on cumule tout cela, on arrive sans difficulté aux 6 millions d'emplois dont je parlais tout à l'heure, et la liste d'ailleurs n'est pas exhaustive. Voilà, donc on a un potentiel de 6 millions d'emplois. Alors, bien sûr, tous ces emplois ne se situent pas tous dans la même sphère d'activité. Je le disais, il y en a qui se trouvent dans la sphère marchande, privée, et il y en a qui se trouvent dans la sphère non marchande, dans la sphère publique. Et pour nous, nous considérons que le gisement d'emplois à créer se trouve beaucoup dans la sphère non marchande, même s'il y en a dans la sphère marchande. Dans la sphère non marchande, nous avons un potentiel de gisement d'emploi très important. Voilà pourquoi notre proposition de droit opposable à l'emploi s'appliquera aux activités de la sphère non marchande. Je le disais, santé, éducation, culture, loisirs, besoin de faire vivre la démocratie. Voilà donc pourquoi une politique de plein emploi n'est pas utopique politiquement, et on va en parler après, financièrement non. Bien évidemment, si nous ne changeons pas de paradigme de société, de manière d'appréhender le travail, je l'ai expliqué, alors oui, la politique de sans-emploi reste utopique. Par contre, si les argumentations reprises précédemment sont prises en compte et qu'on a une véritable volonté populaire qui soutient cette politique, alors il est non seulement envisageable, réaliste, mais surtout indispensable de régler la problématique de l'emploi. Nous avons vu que ce n'est pas le travail qui manque, donc premiers arguments de nos adversaires balayés. Autre argument dans son programme, le PARDEM préconise une série de mesures spécifiques liées à la réindustrialisation du pays, je l'ai dit tout à l'heure.
Mais ce droit opposable à l'emploi, ce qui le différencie de toutes les mesures des autres partis politiques, et en particulier de tout ce qu'on appelle revenu minimum ou revenu social d'activité, enfin, diverses appellations, pour nous, ce droit opposable à l'emploi se singularise par le fait qu'il sera inscrit dans notre Constitution. Il sera donc du même niveau que le droit à la santé et à l'éducation. Actuellement, le droit au travail est malgré tout repris dans un certain nombre de textes officiels. Par exemple, la Déclaration, je le disais, universelle des droits de l'homme de 1948, mais aussi dans le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels de 1966 et dans la charte sociale européenne de 1961. Même dans la charte sociale européenne, on parle du droit à l'emploi. Et pour terminer, notre constitution de 46, modifiée par celle de 58, reprend aussi cette terminologie. Mais nous proposons d'inclure formellement ce droit à l'emploi dans notre future constitution, dans la prochaine, à l'exact identique, je le disais, de ceux de la santé et de l'éducation. Alors, bien évidemment, lorsque nous parlons d'emplois créés par ce DO, droit opposable à l'emploi, nous parlons bien évidemment de véritables emplois, c'est-à-dire d'emplois à temps plein, d'abord, d'emplois payés au taux des conventions collectives, et enfin en CDI, afin de mettre un terme à ce scandale que sont les contrats à durée déterminée répétitifs, y compris dans la fonction publique d'ailleurs, ce qui est assez scandaleux, mais également mettre fin à l'auto-entrepreneuriat, les emplois ubérisés de tout poil. Pour mieux imaginer d'ailleurs notre proposition, partons du principe qu'un gouvernement élu par une forte majorité du peuple français euh, mette en application ce DOE. C'est ce que nous avons essayé de faire donc dans la partie chiffrée de notre DOE. Nous avons considéré que nous pouvons mettre en place le DOE sur les 2 premiers quinquennats et au bout de ces 2 quinquennats, nous pourrions à peu près créer 6 millions d'emplois au bas mot. Sur le premier quinquennat, nous envisageons de créer au total 2,7 millions d'emplois qui se répartissent 1,4 million dans la sphère non marchande et 1,3 dans la sphère marchande, donc à peu près la moitié dans chacune de ces activités. La première année, d'ailleurs, ces emplois en DEO serviront essentiellement à créer les emplois nécessaires à recruter les encadrants pour l'accueil, l'orientation, la formation des personnes dans lesquelles qui vont être mises en parcours d'emploi. Mais on sait aussi qu'il y a des priorités, par exemple la santé, l'éducation, la fiscalité. Donc au total, dans ce premier quinquennat, je disais 2,7 millions d'emplois créés, à la fois dans la sphère non marchande via le DOE, et puis dans la sphère marchande avec les mesures préconisées par le PARDEM de réindustrialisation, d'amélioration du pouvoir d'achat notamment. Le coût de ces 2,7 millions d'emplois créés a été, nous l'avons estimé, à 61 milliards arrondi, notamment donc pour les 1,4 million d'emplois du DOE. Mais au-delà de ce coût de 61 milliards sur le premier quinquennat,
un coût de 127 milliards pour ces emplois, avec, toujours pareil, les recettes sociales qui vont être générées. Oui, je disais, le coût du chômage pour la nation est de 100 milliards par an. Rien qu'en prenant le coût institutionnel du chômage, le DOE sera donc financé intégralement. Et nous n'aurons donc aucun euro à emprunter pour financer notre mesure, ce qui va rassurer tous les libéraux. Mais on pourrait aller un petit peu plus loin et rappeler à ces personnes qui vont s'offusquer sur les 187 milliards du coût du DOE, on pourrait leur rappeler, s'ils ont la mémoire un peu courte, que par exemple, de 2013 à 2019, c'est-à-dire sur un quinquennat, grosso modo, avec une année de plus, le coût du CICE, par exemple, a été de plus de 100 milliards. Et juste auparavant, le coût du sauvetage des banques au niveau, par exemple, de l'Union européenne a été de 1450 milliards. Pour ce qui concerne la France, pratiquement 40 milliards. On voit donc que ces sommes-là ont été dépensées en réalité sans aucun impact pratiquement sur la privation d'emploi. Donc le chiffrage que nous faisons n'a absolument rien d'extraordinaire. Le DOE que le Pardeb propose constitue donc une alternative sociale et humaine autrement plus valorisante et encourageante pour l'avenir. Le programme du Pardeb, soutenu, voire porté par une majorité de la population, serait alors une arme efficace pour affronter les adversaires des classes dominées. Et un parti politique qui porterait un tel programme, appuyé par une majorité de la population, serait alors beaucoup plus armé pour faire face, nous semble-t-il, aux adversaires néolibéraux. De plus, une telle innovation participerait au réaménagement du territoire. On lutterait en même temps contre la désertification des zones rurales et également des banlieues. Désertification pour les banlieues, je parle surtout de l'emploi, des services publics, etc. Je ne parle pas en population. Mais également à la réhumanisation de ces banlieues, bien évidemment. Et on lutterait aussi contre des problèmes sociaux majeurs, précarité, santé, logement, difficultés familiales, accès à la culture pour tous, etc. Cette proposition de DOE participera à la transformation du mode de production capitaliste et elle portera un coup sévère au capitalisme néolibéral. Elle abolira également la subordination du salariat, par exemple en promouvant au maximum, beaucoup plus qu'aujourd'hui, les formes de coopération salariale, les scopes, etc., et en renforçant bien évidemment le droit des salariés. Avec cette proposition couplée, je le disais, à d'autres liées à l'emploi, nous fermons donc la porte à la mondialisation néolibérale, en particulier en matière d'emploi. Le DOE, partie de notre programme, répond donc de manière concrète, au-delà des mots, aux souhaits de chaque citoyen. Un travail pour chacun, une vie décente pour tous. En complément de ce DOE, bien évidemment, le programme du Pardeb propose d'autres propositions. Par exemple, porter le SMIC à 1 700 € par mois, établir une véritable égalité des salaires entre hommes et femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, réduire le temps de travail, mettre un véritable droit à la formation en place,
supprimer ou encadrer et taxer les heures supplémentaires alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, pour faire très court, remettre en œuvre un certain nombre de droits concernant les structures des salariés que sont les délégués du personnel, les délégués syndicaux, les CHI, bien sûr, que les comités d'entreprise, pour lesquels nous élargirons les champs de capacité et d'intervention, mais également les conseils des prud'hommes. Tout cela fera que notre droit opposable à l'emploi sera un des piliers majeurs de ces deux quinquennats et donc du programme du pardon. Voilà ce que je voulais présenter en matière de droit opposable à l'emploi, de cette proposition du PARDEM, qui véritablement va à l'opposé de toutes les propositions qu'on a connues jusqu'à maintenant, y compris les plus récentes avec les élucubrations permanentes sur un revenu minimum ou d'insertion ou de vivre qui souvent malheureusement s'apparente plus à de l'assistanat ou à de la survie qu'à de véritable vie. Donc voilà ce que je voulais dire sur le droit opposable à l'emploi. Maintenant, le débat est ouvert et chacun peut poser ses questions et on tentera d'y répondre, bien évidemment. Merci Patrick pour cette intervention. Je voudrais juste ajouter une ou deux choses, notamment que à travers le droit opposable à l'emploi, nous refinançons la sécurité sociale. C'est-à-dire que nous rendons possible une des propositions du PARDEM, qui est de revenir à une sécurité sociale qui prend en charge 100% des frais de santé et qui cesse de confier à des assurances privées la complémentaire, qui coûte une fortune pour chacun, à chacun qui peut bénéficier d'une mutuelle ou d'une assurance. Ce financement de la sécurité sociale, à travers le droit opposable à l'emploi, c'est-à-dire qu'en remettant en situation de travail et de cotisation sociale, va refinancer la sécurité sociale, ce qui est, j'allais dire, une conséquence du droit opposable à l'emploi. Ce qui permet d'ailleurs au PARDEM de faire cette proposition d'un financement de la sécurité sociale optimum et une couverture santé pour tous à 100%. Ce sera l'objet d'une autre vidéo que le PARDEM va vous proposer et que vous pourrez évidemment regarder. Deuxième chose, Patrick, est-ce que tu pourrais dire en quelques mots ce qui différencie le droit opposable à l'emploi avec d'autres propositions qui semblent a priori attrayantes, du type droit salaire universel ou proposé d'ailleurs par Hamon lors des dernières présidentielles, dont plus personne d'ailleurs ne parle. Et pourquoi finalement la gauche ne s'est jamais saisie de cette possibilité du droit opposable à l'emploi, en ne faisant pas de ce droit opposable à l'emploi un droit moral, mais en faisant de ce droit opposable un droit réel, en l'inscrivant notamment dans la Constitution, comme tu le dis, et en prenant les mesures nécessaires pour créer les emplois dans toutes les sphères de la vie, qu'ils soient non marchands ou qu'ils soient marchands. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, juste avant de revenir sur la différence entre notre proposition de DOE et puis ce qu'on connaît sur le revenu
minimum, le revenu social d'activité, enfin toutes les terminologies. Michel le disait tout à l'heure, nous avons chiffré également, je le disais, ces 6 millions d'emplois qui peuvent être créés via le DOE et via le programme du PARDEM sur 2 quinquennats. Nous avons chiffré l'impact de ces 6 millions d'emplois sur également l'ensemble des branches sociales, que ce soit la santé, la famille, notamment. Je n'ai pas donné tous ces chiffres-là pour ne pas alourdir cette présentation, mais vous pourrez retrouver tous ces chiffres dans le dossier qui sera présenté sur le site du PARDEM. Mais par exemple, on sait qu'à la fin de ces 2 quinquennats, avec les 6 millions d'emplois créés, eh bien, par exemple, le trou de la Sécu n'existe plus. La branche famille, donc la branche santé, le trou de la Sécu n'existe plus et ça nous permet, comme disait Michel, de financer notre proposition de sécurité sociale à 100% pour tous. Mais la branche famille également se retrouverait excédentaire de pratiquement 11 milliards d'euros. L'UNEDIC, du fait qu'il y a 6 millions de personnes qui retrouvent un emploi, vous comprenez bien que l'UNEDIC, financièrement, se retrouve dans une situation bien meilleure qu'aujourd'hui. Et également, et enfin je termine, pour pas faire très lourd, notre système de retraite par répartition, non seulement se retrouve renforcé, mais se retrouve pérennisé de manière assez importante, puisque au bout des 2 quinquennats, c'est un système de retraite avec un excédent de 43 milliards que nous trouvons. Donc, en même temps, nous démontrons que le système de retraite par répartition, contrairement à ce qui est dit, a un avenir, y compris sur les bases dont il fonctionne aujourd'hui. Mais pour revenir à ta question, Michel, sur la différence entre notre DOE et ce que propose en particulier un certain nombre de partis de gauche ou de formations de gauche appelées revenu minimum d'activité, enfin, etc., etc. Je crois qu'il y a 2 différences fondamentales. La première, ce que tu disais, c'est que pour nous, le DOE, c'est d'abord une affirmation de l'individu, de l'être humain dans notre société. Une société égalitaire, solidaire, ne peut pas et n'a pas le droit, nous semble-t-il, de mettre 25% de sa population active sur le bord de la route, plus ou moins. Alors, je grossis peut-être le trait en disant ça, mais enfin, c'est quand même pratiquement la réalité. Je ne vais pas rappeler la triste réalité à tout le monde de ces queues qui s'allongent devant les organismes de secours aux plus démunis, où on voit d'ailleurs maintenant, depuis quelques années, apparaître des personnes de plus en plus jeunes dans ces files d'attente. Donc la première différence, nous considérons, nous, qu'une société solidaire se doit de garantir à tout citoyen une vie décente. Et donc, cela passe bien évidemment par un revenu décent. Et un revenu décent, ça passe aussi par une activité salariale. Alors vous allez me dire, oui, mais il y aura toujours des gens qui, pour des raisons ou pour une autre, ne pourront pas véritablement travailler parce que, etc. Mais là, nous touchons une autre catégorie de personnes. Et puis, je crois que la deuxième raison, c'est que tous ces partis de gauche ou toutes ces formations qui font cette proposition de RSA, de RMU, etc., sont partent tous du principe qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde et que donc, il faut se satisfaire qu'un certain nombre de gens, ad vitam aeternam, seront touchés par la privation d'emploi. Eh bien, ce n'est pas notre position. Je l'ai dit dans l'exposé. Aujourd'hui, les besoins de notre population et les besoins essentiels de notre population ne sont pas encore satisfaits. On le sait, la santé, je l'ai dit, la santé, l'éducation, la démocratie, etc., etc., tout un tas de secteurs. L'énergie, on le voit avec l'envol du prix de l'énergie aujourd'hui. Il y a tout un tas de secteurs essentiels et de besoins essentiels de la population qui ne sont pas satisfaits. Donc, pour satisfaire ces besoins-là,
eh bien, ça passe par une création d'emplois. Donc, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, nous serions en situation de ne pas avoir une société de plein emploi. C'est là notre grosse différence, je crois, avec ceux qui font cette proposition, finalement, d'assistanat permanent, ou même si on ne veut pas utiliser le mot d'assistanat, d'aide permanente, parce que finalement, on contraint quelque part ces gens-là à rester en dehors du travail. Mais dire en dehors du travail, c'est dire aussi quelque part rester en dehors de la société. Parce qu'on sait que le travail, c'est aussi, malgré tout, même s'il y a des contraintes, on le sait, c'est aussi un formidable vecteur social de mélange et d'apport des uns avec les autres et d'évolution de l'individu. Donc voilà, je crois, la grosse différence entre ces deux. Et c'est pour cela que nous souhaitons inscrire dans la Constitution cette proposition de droit opposable à l'emploi au même titre que la santé ou l'éducation. Et on voit qu'en ce qui concerne la santé ou l'éducation, même si tout n'est pas parfait, on voit que malgré tout, ces principes fondamentaux fonctionnent. Donc, nous pensons qu'en ce qui concerne l'emploi, on peut en faire de même. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Merci Patrick. Donc, vous l'aurez compris, le chômage a été un choix opéré par le tournant néolibéral à la fin des années 70. À cette époque-là, le choix a été fait entre inflation et chômage. Et ce chômage est devenu un chômage de masse pour répondre à la doxa néolibérale et de l'Union européenne contre ce qui serait le fléau de l'inflation. Il se trouve qu'aujourd'hui, en la fin 2021, eh bien, l'inflation repart et le chômage de masse perdure. Donc, et il se trouve aussi que l'Union européenne continue de défendre les mêmes principes, c'est-à-dire qu'elle inscrit délibérément les sociétés, parce que le travail est une question de société, ce n'est pas seulement une question économique, comme le disait Patrick, et qu'elle inscrit les sociétés dans une forme de dépendance absolue à l'assistance ou à la charité, ce qui fait partie d'ailleurs du projet néolibéral. Et juste pour finir, eh bien, il y a un exemple tout à fait concret aujourd'hui avec la flambée des prix de l'énergie. Ce que trouve à faire le gouvernement de M. Macron, c'est d'envoyer un chèque de 100 € aux 38 millions de Français qui perçoivent moins de 2000 € net par mois, en une fois, soi-disant pour lutter contre l'inflation des prix de l'énergie. On voit bien que nous sommes dans la dépendance d'une obole qui est donnée par l'État, mais qui est donnée par l'État sur, évidemment, les fonds publics, et qu'il faudra financer ce coût, et que ce coût sera financé par des réductions de services publics et des réductions d'emplois dans le service public. Merci Patrick. Et puis alors n'hésitez pas à aller évidemment sur le site du Pardem. Vous pouvez y déposer des commentaires. Alors pour déposer des commentaires à la suite des articles qui sont publiés, il faut vous inscrire pour créer un compte qui vous donnera accès à l'écriture d'un commentaire. Voilà. Merci et merci Patrick encore une fois et à très bientôt.